hache, plonger livre. Je sais pas comment appeler trop cette rubrique, mais besoin qui est sans arrêt. Ce petit miroir, ce petit jeu avec les lectures en cours, les choses qui viennent de paraître. Et là, c'est un drôle de truc. C'est un livre mal foutu comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Souvent, les livres ont des codes barres. Traditionnellement, c'est sur la page arrière, un endroit où on ne le voit pas trop. Ben là, regardez, il est en anamorphose horizontale, devant, derrière, et en plein endroit, là où il y a le nom de l'auteur. Et c'est le nom de l'auteur. Il est là, Wilhelm Flusser, post-histoire. Quand je dis que ce livre est mal foutu, regardez-moi ça un peu. Il n'y a presque pas de marge en bas. Le numéro de page est en haut, au milieu. Ça ne se tiendrait pas dans l'autre sens. Non, en plus, regardez là, on pourrait faire une petite ouverture carrée. C'est ouvert des deux côtés. Je n'ai pas envie de le massacrer, mon bouquin. Mais ça se répète sur la totalité des pages. Comment ils ont fait pour massicoter dans toutes les pages ce qui peut être une petite ouverture découpable? Ça veut dire quoi? Que si vous en êtes là, vous pouvez augmenter le trou et puis, tiens, ça c'est marrant, une interactivité de livre par petits morceaux qu'on enlève. Où est-ce qu'ils ont inventé ça, ceux-là? Vous savez aussi, on appelle c'est bourré de pages entièrement, chaque fin de chapitre de pages entièrement ancrées. Ça, moi, un étudiant qui me fait ça, j'ai dit, mais de toute façon, ne serait-ce que le prix de l'encre, et puis plus les problèmes de machines, etc. Comment on peut gérer ça? Et quel intérêt à faire du noir au lieu du blanc? Je continue à massacrer ce livre bizarre. Normalement, la numérotation, ça commence avec le page. Là, on a un 04. Haute-Provence, tiens. Là, c'est la table des matières. Elle est en ouverture. Ça va. Mais quelle bizarreté d'utiliser toujours ce bandeau. Avec 07, on est maintenant. Là, on est en décalage total du sous-titre. Et vous savez que normalement, on appelle, depuis les encyclopédistes, ce qu'il y a la belle page. Là, le titre est en belle page. Il est à droite et puis à gauche. On commence toujours par ancrer le regard. Écoutez là. Là, ça se passe. Tiens, bizarrement, là, le titre est de passer à gauche, en bas, et on commence là à droite, avec toujours le numéro de page qui se balade. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Où est-ce qu'ils ont appris la vie, ceux-là? Notre mode, et là, ce serait bien le titre. On commence. Non, là, vous pourriez avoir une. Non, on commence. J'avais jamais vu ça. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cet éditeur? D'où ça sort? Regardez l'ISBN, j'avais oublié de vous parler de l'ISBN. Le nom de l'auteur est là. Le prix, juste au-dessus, 16 €, au-dessus du F de Flusser, et ISBN 978-2 qui se retrouve là. Iconodule, Tapwork, Unit, Cité du Design, Saint-Étienne. Voilà la preuve qu'on a affaire à un texte neuf. Et si on cassait les réflexes typographiques pour vous réveiller à ce que c'est que la question du rythme du texte, et puis peut-être justement comment ça interfère avec nos modes de tripatouillage, de balayage, de scroll. On a un objet totalement atypique et que ça vienne du centre du design de Saint-Étienne, franchement, c'est pas le truc. Mais c'est seulement 16 €, c'est pas un truc de collection. Alors Wilhelm Flusser, qu'est-ce que c'est post-histoire? Donc ce truc qui vient de paraître. C'est un texte, c'est 20 textes. Et je voudrais vous lire dans la table des matières l'intitulé, les titres de chapitres. Post-histoire, 20 instantanés et un mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est le début. Mode d'emploi. 1. Notre sol. 2. Notre ciel. 3. Notre programme. 4. Notre travail. 5. Notre savoir. 6. Notre santé. 7. Notre communication. 8. Notre rythme. 9. Nos jeux. 10. Nos images. 11. Notre habitation. 12. Notre crispation. 13. Notre mode. 14. Notre divertissement. 15. Notre attente. 16. Notre crainte. 17. Notre transport. 18. Notre école. 19. Nos relations. 20. Notre retour. Alors ces 20 textes de Flusser sont des conférences. Là j'ai appris par exemple dans la préface d'Anthony Mazur que Flusser était mort d'un accident de voiture en revenant dans son pays, à Prague, en 1990, à 70 ans. Je n'avais
Je ne connaissais pas la vie de Flusser. En gros, il est à Prague, au moment du nazisme. La famille arrive à s'échapper. Ils partent au Brésil. Alors, dans les années 70, il revient en Europe. Il va bizarrement s'installer en France. Il va acheter une maison à la Tour d'Aigle. Ce qui est bizarre aussi, c'est que je connais ce patelin depuis hyper longtemps. C'est entre Pertuis et Manosque, petite ville au bord du Luberon. Mais à l'époque, on était en zone complètement écart. C'est là que va se forger progressivement cette qualité incroyable de Flusser, qui est de dire qu'il écrit dans la langue du pays où il publie, ou bien il travaille. Ça veut dire que des textes sont écrits en brésilien, en anglais, en allemand. Et là, ce sont ces 20 textes qui sont des conférences qu'il a prononcées dans chacune de ces langues, tour à tour. Eh bien, il va lui-même en faire une version intégrale en anglais, une version intégrale en allemand et une version intégrale en français. Il se trouve qu'il ne l'a pas finalisé. Et donc, c'est son dernier texte. Il y a eu cet accident de voiture. Et donc, on a comme une sorte de testament de Flusser. Je commençais à entrer dans cet univers par Gilbert Simondon. Rien à voir entre l'un et l'autre, mais du mode d'existence des objets techniques, imagination et invention, c'est-à-dire est-ce que c'est anthropologie, etc. Enfin, en tout cas, Simondon m'a détraqué un peu la cervelle, mais là, qu'on lise Deleuze, qu'on lise Stigler, Simondon, il y a des repères, ça fait bien partie de notre univers. Là, en ce moment, je découvre McLuhan, livre de 1966, Understanding Media, qui est classique des classiques, mais donc bien avant le temps du web, sur les transitions des objets technologiques. Le télégraphe, le gramophone. Bon, je ne vais pas me disperser la tête si je pars dans son univers, mais ce qui est totalement étonnant, c'est comment, à partir de la transmission de la voix, par exemple, c'est-à-dire les étapes pour inventer le téléphone, ou comment l'invention du gramophone s'est fait doubler par l'invention de la radio elle-même, qui n'a pu se concrétiser comme reproduction de ce qu'elle pouvait faire en direct beaucoup mieux que le gramophone, seulement à partir de l'invention du magnétophone. Vous voyez, cet univers, on est pré-web, mais cette idée de la transition qui vient à l'avant et ce qui se génère comme ça, par cercle concentrique, bon, quel imbécile j'ai été de négliger ce truc trop longtemps. Alors Flusser, le livre de référence s'appelle Les Gestes. Alors Les Gestes, c'est un livre qui a été écrit en français. Il y a d'autres versions qu'il a fait lui-même aussi pour d'autres pays. Mais vous savez, là, c'est un livre aussi légendaire. Pourquoi? C'est quoi les titres des chapitres? Le geste de chercher, le geste d'écrire, le geste de fumer, le geste de photographier, le geste de filmer, le geste de vidéo, etc., etc. Il y a une trentaine, une quarantaine de gestes. Alors, ce livre, c'est pareil, quel scandale. Il était repris aux éditions Aldante, bon, qui est un éditeur. Les questions commerciales sont nettement pas la priorité depuis toujours. Par contre, l'édition originale avait été faite par Marc Partouche, et je suis très sensible à ça. C'était fait à l'école d'art de Cergy. Et, n'est-ce pas, Antoine Didier, on en a des pleins cartons dans notre sous-sol encore, alors que c'est un incunable majeur. Alors si vous trouvez les gestes d'occasion, ne le loupez pas. Je crois que ça reste quand même la porte d'entrée pour approcher Flusser. C'est-à-dire que dans ces choses qui nous relient à ce qui nous entoure, mais qui nous relient parce qu'elles ont de la symbolique. S'habiller, penser, rêver, dormir, écrire, ce qui nous permet de dépasser ce qui est programmé à l'intérieur de ces trucs-là. Le bouton de l'appareil photo ou la manipulation sur la focale, qui sont pensées en fonction de ce qu'on suppose des photographies que vous souhaitez faire ou de l'usage social des images techniques. C'est là, dans les gestes, que ça s'élabore, parce que ce qui permet d'écarter l'avant et l'après, c'est de se refocaliser sur comment vous vous appropriez dans l'instant ce qui se passe là avec l'outil ou la pensée
ou le besoin de tenir à distance ce qui vous entoure, le geste de chercher. Donc pour moi, Flusseur, le livre essentiel reste les gestes. Il y a un autre livre qui est passionnant, alors celui-ci on le trouve beaucoup plus facilement, c'est chez Jacqueline Chambon, ça s'appelle Choses et non-choses. Par exemple, il y a un chapitre au milieu sur le lit. Le lit comme lieu de la pensée, du rêve, de l'insomnie, de l'intime, le lit en tant qu'objet dans les différentes phases de sa vie. Et même récemment, je crois qu'il y a une équipe qui, à Lyon ou Saint-Étienne, a mis ce texte, le lit, sur un plateau de théâtre. Alors là, la table des matières est à la fin, et il est bien imprimé sagement, contrairement à Saint-Étienne. Le jeu d'échecs, les bâtons, les tapis, mon atlas, les roues, les pots, soupe et cuillère à soupe, murs, bouteilles, etc. Et donc ça, je crois que c'est une application, une extension des gestes, mais je pense que si on entre là, dans le chapitre Le lit, on retrouve cette démarche de Flusseur, on la reparcourt, donc c'est aussi une porte d'entrée peut-être extrêmement simple. Pour les curieux, il y a ce truc qui est un petit peu culte, c'est Wilhelm Flusseur et Louis Beck, Vampirotetis Infernalis, pareil, livre écrit en français. L'idée du vampire, le travail sur la pieuvre, un régal de pensée libre, à partir d'objets écrits, à partir d'images. Autre texte qui est hyper pas connu, justement, on se bagarre tout le temps pour ça, de Flusseur, pour une philosophie de la photographie. Il dit pas une philosophie de la photographie, il dit pour une philosophie. Et c'est un livre qui dérange. Pourquoi? Parce qu'il appréhende l'appareil, précisément, depuis ses algorithmes, c'est-à-dire depuis la pensée mécanique. Et on est bien avant le numérique, on est à la transition. Il y a des textes de Flusseur sur l'ordinateur essentiels. Et justement, dans Post-Histoire, en 1990, c'est acquis. Alors j'ai découvert aussi par Anthony Mazur, qui vient, donc l'éditeur principal de Post-Histoire, il y a des textes, des tas de textes inédits en français, non traduits, de Flusseur. Donc il y a une revue là, que, pareil, Mazur est en train de coordonner sur les notions de présent. Il y a un texte qui s'appelle « L'écriture a-t-elle un avenir ?» Ça peut sembler con, mais est-ce que là on écrit? Je ne sais pas. Flusseur, c'est pour une philosophie de la photographie, donc il avance cette question-là. L'image a toujours été outillée, même si c'est simplement la main sur la paroi des grottes, même si c'est simplement le petit biseau entaillé. Eh bien, l'écriture est venue comme une distanciation, une abstraction, un outillage plus spécifique dans l'histoire des images. Flusseur dit si on élabore comme fiction que l'écriture est un avatar particulier de l'histoire des images. Alors, quand l'image, 19e siècle, le peintre de la vie moderne de Baudelaire, par la photographie, s'invente comme image technique, eh bien, l'écriture nous donne le vocabulaire pour comprendre en quoi l'image technique de la photographie est une radicalité neuve et qui influe sur le monde, sur le partage, de façon indépendante et non prévisible par ces deux inventeurs, Talbot dans la tradition anglaise, Daguerre dans la tradition française, et vous savez que ce sont deux inventions simultanées, mais sur des principes de rapport à la peinture et à la réalité totalement opposés. Et par contre, ce qu'il y a de fabuleux là, c'est que aujourd'hui, pour travailler sur des machines qui sont autrement plus, dangereuses, pas méchantes, elles sont bêtes, elles sont stupides, c'est-à-dire peut-être Flusseur, contrairement à Simondon, ce qu'il apporte, c'est ça, c'est-à-dire que la machine reste stupide, quelle que soit sa puissance politique, économique ou mentale. C'est-à-dire comment travaillent les algorithmes dès lors qu'on cherche un livre ou qu'on annote un truc sur notre ordinateur ou qu'on laisse... On n'a pas des outils, comme McLuhan, on n'a pas des outils directement pour appliquer à ce qu'on a, nous, ce qui nous revient aujourd'hui de chercher, d'inventer, mais on a ce qui nous fait la base de ces processus. Et là, bien bizarrement, aujourd'hui, dans la transformation de la lecture, le déchiffrage qui n'est plus linéaire ou qui est différemment linéaire sur l'iPhone ou sur l'ordinateur ou sur n'importe quel appareil numérique, ou simplement, par exemple, là, dans Post-Histoire, il y a un passage fabuleux sur comment la perception du monde s'est transformée
par la perception de ces surfaces. Est-ce que c'est neuf? Non, il y a un texte de 1927 de Walter Benjamin, dans Sens unique, qui parle de l'inclinaison, c'est-à-dire la table du scribe, l'aplat de l'imprimerie, et comment ça se relève verticalement avec le journal et la publicité. Donc ces choses-là, Benjamin nous a préparés à ces bascules dont on a si besoin aujourd'hui. Mais Flusser, lui, si je considère la ville comme uniquement écosystème de surface, écosystème c'est pas un mot à lui, mais ensemble de surfaces, que ces surfaces portent des mots, portent des images, qu'elles soient simplement géométrie, qu'elles soient signes ou circulaires ou iconographie. Tout d'un coup, qu'est-ce que ça change à mon appréhension géographique et à l'appréhension de la communauté? Et c'est là où ces types sont géniaux. Alors, je dis, est-ce que c'est le premier livre à lire? Je pense que précisément là, le côté aussi surprenant de ce bouquin, le fait que Mazur et son équipe nous proposent aujourd'hui des textes inédits de Flusser. Enfin, Flusser va avoir droit, va venir sur nos trucs. Alors, ce qui est dangereux, c'est que c'est des textes qui ne sont pas finis, et c'est des textes qui sont au second degré. C'est-à-dire, c'est des pamphlets. Donc il exagère. Si vous le prenez au premier degré, ça va pas marcher. Il y a des trucs sur Auschwitz, des trucs sur les passeports, etc. Si on comprend pas l'exercice du pamphlet comme aggravant là où ça fait mal, ce livre, je pense qu'il représente même un danger sur la façon dont on pourrait classer Flusser, ou même l'habileté de la langue, le jeu pur de je suis en conférence, et dans cette conférence, on va examiner ça. Qu'est-ce que c'est que la crispation? Qu'est-ce que c'est que l'attente? Qu'est-ce que c'est que penser le sol? Qu'est-ce qu'on attend de la question du ciel? Comment ça se travaille historiquement, la question du ciel? C'est fascinant, mais c'est des exercices d'oralité de conférence qui ne sont pas ce rapport au lecteur, où vous allez travailler en vous-même à partir de cette espèce de neutralité des gestes, des choses et non-choses. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une anthropologie de la lecture qui serait le 21e chapitre. N'empêche que, allez, et je pense que Anthony Mazur écoutera ma petite vidéo, on ne se connaît pas, mais on a commencé d'échanger. Je l'ai payé mon livre, attention, je l'ai commandé. Je pense qu'on va déranger le statut de Flusser en France. C'est d'autant plus vexant que les gestes soient difficiles à trouver, ce qui me révolte. Si vous pouvez le lire en anglais, vous pouvez le lire en allemand si vous savez faire. Bon, je pense que ça va être notre rôle à nous, qui connaissons Simondon, qui connaissons Benjamin, de dire ok, ce livre va déranger. Ce livre, on ne peut pas le prendre au premier degré, donc il va y avoir une image simplifiée, bizarre de Flusser qui va émerger. Ça va être nous de refaire la médiation, et puis il y a d'autres textes de Flusser à venir, sur la mode, sur le divertissement, etc. On n'est pas si loin non plus du Adorno, des Minima Moralia, mais sur cette question, par exemple, la question du jeu, le jeu comme mode d'interprétation de la société, et le jeu élaboré dans son rôle, donc que le jeu vidéo a énormément évidemment démultiplié, mais que Flusser arrive à reconnaître dès cette époque des années 80-90 comme aussi mode opératoire, mode de commande. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un programme? Ce qui est fascinant, c'est que contrairement à 1984 d'Orwell, ou contrairement à Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, le programme, c'est pas ce qui vous fait faire un truc à un moment précis selon ce que vous ordonne. C'est là où toute notre société devient miroitante. C'est-à-dire, le programme permet que vous fassiez des choses par hasard, mais que ce hasard soit possible parce que cette possibilité a été incluse dans sa programmation. Et je crois qu'il y a vraiment un déplacement extrêmement profond là, de question du présent, du passé dans le présent, de ce qui nous assaille, du futur dans le présent même. Et cette question de l'expérience du réel en tant qu'absurde du hasard, c'est surtout dans le domaine de la politique que la pensée programmatique, etc. etc. On ne peut pas se dispenser aujourd'hui de cette approche-là. Alors, évidemment, aucune réserve à vous dire, là, il y a 20 textes. Si vous le prenez au pied de la lettre et que vous dites c'est tout Flusser, non.
C'est Flusser qui s'amuse avec les gens qui connaissent son boulot et où on lance en zone risque un travail déjà établi. Je vous parlais de ce livre absolument dingue sur ce statut de l'image technique et l'écriture comme avatar particulier de l'histoire générale de l'image, mais quelque chose qui est totalement essentiel pour comprendre nos lectures informatiques aujourd'hui. Là, dans son chapitre des images, il prend juste un truc particulier. Il prend une image mésopotamienne, une icône, un gros roi qui vient et les sujets inclinés devant lui, et puis le texte qui dit de quel roi il s'agit et pourquoi on représente comme ça. Et à partir de là, il part sur cette association du texte et de l'image. Alors là, vous avez un texte transcendant sur la notion de relation du texte à image, et le texte qui lui-même, en tant que légende, appartient à l'image, et donc statut image du texte. Mais pour comprendre cette conf sur un point particulier, rapport texte-image, et qu'est-ce que c'est important pour nous autres, je pense que si on n'a pas lu celui-ci avant, on va déporter Flusser là où il ne faut pas. Chapitre 8. Notre rythme. Les appareils qui nous programment sont synchronisés. L'appareil du transport est synchronisé avec celui de l'industrie, et l'appareil administratif avec celui des masses médias. Une telle synchronisation rythme notre vie. En voici un exemple. Le supermarché est un labyrinthe composé de messages codés en images, boîtes de conserve et sons irradiés par des haut-parleurs. Il dévore les récepteurs du message. Pour cela, il dispose d'entrées amplement ouvertes qui donnent l'impression d'un espace public, d'une agora, comme s'il s'agissait d'un véritable marché destiné au dialogue, à l'échange d'informations. En réalité, il n'en est rien. Parmi la pléthore des messages en couleurs et en sons qui inondent l'espace entier de discours, il n'y a pas de place pour un dialogue de quelque nature qu'il soit. Le supermarché est une république fallacieuse. Mais surtout parce qu'il est un leurre. On ne peut pas en sortir librement. Celui qui s'est laissé leurrer doit faire la queue devant d'étroits défilés et doit payer le prix d'une rançon pour en sortir. Le supermarché est une prison, le plus privé des espaces. Son propos n'est pas de permettre l'échange, mais bien d'emprisonner la masse pour la plier à un comportement de consommation, au moyen de ses discours impératifs. Tu es là, tu dois acheter. Sa méthode est celle de la persuasion perfide, l'une des méthodes préférées de la programmation. Le supermarché est un appareil qui simule la République pour séduire les citoyens et les plier à une manipulation qui les convertira, eux, en objets. Le cinéma est l'autre face du supermarché. Ses entrées sont les étroits défilés devant lesquels font la queue ceux qui ont envie d'être initiés au mystère. L'animal mythique qu'on appelle la masse est muni de deux extrémités. Il fait une des deux queues au supermarché et l'autre devant le cinéma. Le futur récepteur du message filmique sacrifie à l'entrée du cinéma une obole qui est la même qu'il sacrifie à la sortie du supermarché. Côté pile, supermarché, côté face, cinéma. Mais du cinéma, on sort librement. Les sorties du cinéma s'ouvrent amplement, le programme terminé. De ces sorties s'écoule, amorphe, la masse ainsi programmée. Elle se disperse en gouttes, homme de la masse, pour s'agglutiner à nouveau sous forme de queue dans les supermarchés. Pendant son écoulement entre la sortie du cinéma et l'entrée du supermarché, la masse est formée et informée par des canaux, le métro, le bus. Ce sont de telles structures qui rythment notre vie. Le cinéma est une basilique, une caverne, la magna mater génératrice et engloutissante, l'espace des ombres. Platon est le premier critique de cinéma. Avant que les ombres n'apparaissent et que les haut-parleurs ne parlent haut, c'est le règne de l'obscurité et du silence. Le cinéma, à ce moment-là, apparaît comme un espace sacré, un temple. À ce moment-là, il simule la contemplation. Contempler se dit théorain en grec. Le terme théâtre en est proche. Le cinéma simule le théâtre, et ainsi de suite. Alors il se trouve qu'en ce moment, évidemment, moi, je suis beaucoup là-dedans, ça rejoint Michel Lusso, Hyperlieu, ça rejoint Raymond Bellour, hein, le cinéma comme dispositif, ou penser le cinéma. En tout cas, avec Flusser, on a une configuration que j'avais jamais vue, beaucoup plus arbitraire, pas dogmatique, mais cassante, imparfaite, mais justement, parce que lacunaire, parce que éclaté dans ces 1000 langues que chez Simondon. On a quelque chose qui, devant l'obstacle, a su se fractionner. C'est pour ça que son texte sur la pieuvre est peut-être si impressionnant. Devant ces
ces choses qui, avec l'informatique, maintenant, prennent leur fonction peut-être visible, peut-être organisée. Quelque chose d'imparfait s'organise, où les tentatives de langue de Wilhelm Flusser viennent déplacer le truc. Avec Flusser, on a une écriture d'un déplacement de pensée pour comprendre ce qui nous entoure. Je pense que l'importance de Flusser, c'est qu'on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de régresser, tenir à distance, se placer à ce point où nous-mêmes on puisse effectuer ce déplacement, se pousser de côté. Et se pousser de côté dans la question de l'image, dans ce mot programme. Vous voyez comme on utilise peu ce mot programme. Et lui, il se met là-dessus parce que justement on est en amont des algorithmes, en amont des appareils, en amont des structures sociales. Assez dit. Wilhelm Flusser, post-histoire, 20 textes. J'ai très peur parce que c'est des pamphlets et qu'ils ne contiennent pas la pensée de Flusser, mais l'appliquent, donc s'adresse à des lecteurs déjà de Flusser. Mais je crois qu'on va assumer le saut, le fossé, et puis franchement, allez-y. Bon, ça n'enlève pas ce que j'ai dit sur geste, ça n'enlève pas ce que j'ai dit sur chose et non-chose, ce qui est plus facile à se procurer, mais vous allez voir que ça parle tout de suite. Donc simplement, on ne le prend pas au premier degré, et ne vous inquiétez pas, il y a d'autres matos Flusser qui arrivent. La joie Flusser, vous allez la voir. Est-ce que ça concerne comme déplacement? Pensez que sur les 20 textes, l'important, c'est le premier mot du titre. Notre rythme, notre attente, notre crispation, notre santé, notre divertissement, notre ciel, notre sol. On vous invite, avec ce livre, dans ce sol, on ne reconnaît pas exactement